Elle s'appelait Sandra, elle avait 31 ans, elle a été tuée par son ex-conjoint Michael, 36 ans, de plusieurs coups de couteau. Ça s'est passé à son domicile de Bordeaux vendredi, 58e féminicide depuis le début de l'année. Une petite fille de 4 ans est au cœur de ce drame familial. Pouvait-on empêcher cet énième féminicide? On en parle, Augustin, avec notre invité. Et c'est une invitée que vous connaissez bien sur Sud Radio puisqu'elle intervient régulièrement dans Les Vraies Voix. Elle est avocate pénaliste, mais elle est surtout spécialisée dans les violences conjugales et elle est juriste au Centre Monceau, un centre d'aide aux victimes de violences conjugales. Bonjour Yael Mellul. Bonjour. Bonjour Yael, avocate et spécialiste. Vous intervenez, on vous entend souvent avec Philippe Rossi dans les Vraies Voix sur Sud Radio. Quand on lit le compte-rendu envoyé que j'ai sous les yeux de la procureure de Bordeaux qui explique le déroulement et la chronologie des faits, Augustin, combien de plaintes ont été déposées contre cet homme? Alors il y a eu 2 plaintes et puis il y a eu surtout des mesures complémentaires et puis il y a eu ce 29 juin, Michael placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec Sandra et obligation de soins avant son procès. Évidemment, 3 jours après, on connaît le drame, hein, donc l'interdiction d'entrer en contact qui n'a pas du tout été respectée et les nombreuses plaintes classées sans suite par le parquet. Quand vous entendez tout ça, Yael Mellul, vous dites c'est décourageant. Alors, écoutez, c'est pas que c'est décourageant, c'est que c'est accablant déjà pour tous les acteurs de la chaîne pénale qui sont intervenus dans le dossier. Moi, je suis en colère et bouleversée parce que voilà une femme, une jeune femme, une mère de famille qui a été tuée et qui aurait dû être sauvée, qui était déjà venu déposer plainte dès le mois de janvier pour violence psychologique au commissariat, et manifestement cette plainte n'a pas été évaluée à sa juste gravité, et c'est bien ça tout le problème, et c'est précisément ça l'objet de mon combat. C'est que lorsqu'une femme a le courage, l'extraordinaire courage de passer la porte d'un commissariat pour déposer plainte pour violence psychologique, il faut bien que les policiers et les gendarmes se rendent compte que c'est aussi une grande blessée qu'ils ont devant eux. Ce n'est pas parce qu'une femme n'a pas un cocard ou n'a pas des bleus qu'elle n'est pas une victime. Ces violences psychologiques ont des conséquences qui sont absolument désastreuses, catastrophiques, terribles pour les victimes. Et il faut bien comprendre que lorsqu'une femme, elle vient déposer plainte et qu'elle dit qu'elle est en danger, c'est qu'elle est en danger, hein, et qu'on a en face un individu d'une grande dangerosité. Et hélas, la suite des événements me donne raison. Hein. Donc il faut croire ces victimes quand elles viennent déposer plainte pour violence psychologique et ne surtout pas les traiter à la légère. Et quand je vois que cette jeune femme a à nouveau déposé plainte et que cet individu était dans les locaux de la police en garde à vue lundi et que 4 jours après il y a le meurtre, là écoutez, il y a de quoi être très très en colère et se dire que tous les intervenants dans cette affaire sont passés mais complètement à côté de la dangerosité de cet individu alors même qu'il coche toutes les cases d'un individu qui passe à l'acte. On a affaire manifestement à un homme, un conjoint violent. On était dans la phase de séparation, cette phase où on sait que c'est précisément à ce moment-là où une femme est le plus en danger. Et en plus, c'est très important parce que je pense qu'on n'en parle pas assez. On a aussi affaire à un homme qui est alcoolique. Hein, il faut quand même savoir que l'écrasante majorité des féminicides, dans la majorité des cas, on a affaire à des conjoints qui sont alcooliques. Je ne dis pas que ça atténue leur geste, bien au contraire. On sait tous que c'est une circonstance aggravante, mais ça désinhibe et ça rend le passage à l'acte, on va dire, plus facile pour l'individu. Donc là, tous les signaux étaient au rouge. Voilà. Avec en plus la situation de la petite fille, puisque visiblement, c'était aussi la question de la garde de l'enfant qui cristallisait les tensions des derniers jours entre lui et... Comme c'est toujours le cas. L'emprise, quand une femme, elle décide, elle a ce courage incroyable de se séparer de son conjoint violent, ce n'est pas pour autant que l'emprise cesse. Au contraire, c'est à ce moment-là où elle se fait encore plus forte et où l'enfant qui devient un outil de cette emprise-là. Augustin. Alors nous n'avons évidemment pas tous les éléments de cette enquête, mais on voit bien qu'à partir de la plainte, les engrenages s'accumulent. Est-ce que ça ne va pas dissuader des victimes de porter plainte ?
Bah, écoutez, je l'espère pas. C'est vraiment, c'est vrai que c'est un signal qui est assez comme ça désespérant déjà pour tous ceux qui travaillent comme moi sur ces sujets et pour les victimes. Il faut absolument que les victimes entendent aussi qu'il y a des policiers, des gendarmes, des parquetiers, des juges d'instruction, des magistrats qui font extraordinairement bien leur travail. Et hélas, il y a des affaires où on passe mais complètement à côté. Bon, là, on n'entend même pas parler de bracelets électroniques, de bracelets anti-rapprochement ou de téléphones grave danger dans cette histoire. Alors que, effectivement... Écoutez, je suis désolée de dire ça, mais les bracelets électroniques, ça n'empêchera jamais un conjoint violent de passer à l'acte s'il a envie de passer à l'acte. De la même manière qu'un contrôle judiciaire, on le voit pour ce dernier féminicide, n'a pas empêché cet individu de passer à l'acte. La seule manière, quand on a affaire à un individu d'une telle dangerosité, c'est de le mettre en détention provisoire. C'est de le mettre hors d'état de nuire et de protéger la victime au maximum. Je ne vois pas d'autre solution. On le dit depuis des années, c'est tolérance zéro dans les violences conjugales. Quand on a affaire à un individu d'une telle dangerosité, sa place, c'est en détention provisoire. Alors je veux bien aujourd'hui qu'on s'occupe des auteurs de violence, parce que j'ai aussi vu dans cette affaire qu'il y avait une association qui avait préconisé un suivi. C'est mignon comme mesure, c'est très mignon, mais force est de constater que ça ne le met pas hors d'état de nuire. Comment on met un individu dangereux hors d'état de nuire? Eh ben, on le met en détention provisoire. Voilà. Alors, certains vous diront aussi, et quand on suit ces dossiers-là, que souvent la victime et son conjoint sont à quelques mètres l'un de l'autre. Est-ce qu'il ne faut pas, au-delà de la détention provisoire, qui est une procédure pénale bien réglementée, mais prévoir aussi que l'auteur, en tous les cas le mari violent ou déterminé comme violent, soit lui placé quelque part ailleurs, de manière à l'éloigner physiquement de sa compagne. Oui, mais l'éloigner physiquement, oui, ce serait une solution. Mais déjà, il faut des moyens. Pour avoir des foyers pour les. Est-ce que ça existe, Yael Mellul? Oui, ça existe absolument. Il me semble que ça existe d'ailleurs de plus en plus. Mais je ne suis pas non plus certaine que cet éloignement-là, sans un encadrement extrêmement strict, qui s'apparenterait d'ailleurs à un emprisonnement, puisse avoir un effet efficace pour la protection de la victime. Il faut quand même qu'on comprenne qu'on a affaire à des individus d'une très grande dangerosité qui passent à l'acte. Donc il faut pour ça qu'ils soient encadrés d'une manière extrêmement stricte, d'une part, et que d'autre part la victime soit extrêmement protégée. Quand une victime aujourd'hui, dans la majorité des cas, elle va déposer plainte, elle sort du commissariat, elle est seule. Elle est seule, et même parfois elle retourne au domicile conjugal. Elle continue de cohabiter avec le conjoint violent. Et c'est à cette période-là, on le sait aujourd'hui, toutes les personnes qui travaillent sur les affaires de féminicide le savent. C'est précisément dans la période où une victime tente de se séparer ou s'est déjà séparée de son conjoint violent que les féminicides interviennent. Et c'est précisément à cette période-là où une victime, elle doit être protégée et l'auteur de violence doit être mis hors d'état de nuire, d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas d'autre solution. On le voit aujourd'hui. Merci beaucoup, Yael Mellul, d'avoir été avec nous ce midi sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes avocate pénaliste. Vous l'étiez, oui. En tous les cas, juriste au Centre Monceau, c'est le centre d'aide aux victimes de violences conjugales. Vous avez fait un formidable travail aussi, qui visiblement est resté un peu lettre morte dans les questions, hélas. Donc, on va continuer de suivre ce dossier des féminicides. Merci beaucoup à vous.